On va s'installer au cabinet. Allez-y, installez-vous, je vous en Merci. prie. Alors, que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. Je m'appelle Billy, j'ai 34 ans, je suis informaticien. J'ai été diagnostiqué Asperger il y a 4 ans environ. J'ai préparé quelques notes, ça m'aide en fait pour vous expliquer un peu ben, le pourquoi du comment de ma visite chez vous. Euh, Je voudrais que vous m'apportiez en fait des conseils et surtout des réponses à mes questions parce que je souhaiterais construire une relation amoureuse avec une femme. Et je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Je peux être maladroit dans mes propos. J'éprouve des difficultés à trouver les bons mots et les bonnes attitudes au bon moment. Je sais qu'il n'y a pas de recette de l'amour, il n'y a pas de recette de l'amitié toute faite. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et aujourd'hui, tout ce qui est normes, codes sociaux, je suis un peu perdu avec tout ça. Tout est tabou. Et bref, c'est pas facile pour moi à assimiler. Comment vous vous sentez actuellement? Je me sens seul. Je me sens seul. Quand je rentre chez moi, je me sens poussé à aller sur des sites de drague pour essayer de trouver une sorte de mode d'emploi. Mais je sais que c'est pas du tout adapté. Et puis à la fois, c'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est plaqué. Est-ce que vous avez déjà eu une relation amoureuse par le passé? Oh oui, 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 j'ai eu une relation amoureuse. Euh, Ce qui s'est passé, en fait, c'est on s'est rencontrés sur un site de drague. On s'est retrouvés dans un café. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Je n'arrivais pas à décrypter ces émotions. Et en fait, tout simplement, elles s'ennuyaient. Mais moi, j'ai pas réussi à décoder, en fait, hein. Et moi, j'ai du mal à comprendre tout ce qui est abstrait, tout ce qui est imagé. Et comment font les autres, comment écouter les autres. J'essaie d'apprendre leur histoire. J'essaye de m'en imprégner pour la replaquer. Mais ça foire à chaque fois. Il n'y a pas de supermarché d'amis, d'amoureux, c'est juste une histoire de rencontre et finalement, ce sont des choses qui sont vraiment difficiles pour moi, autiste, mais je pense que c'est aussi difficile pour les neurotypiques. Tout à fait. Alors, c'est très compliqué aussi bien pour les neurotypiques ou pour les personnes présentant de l'autisme. Il y a effectivement différentes choses qui se déroulent lors d'une relation, en tout cas dans la recherche d'une relation. En tout cas, je vois que vous avez fait une bonne analyse de vos difficultés, mais également de vos besoins. Et effectivement, comme vous l'avez bien souligné, il n'y a pas de supermarché, d'amis ou d'amoureux. Moi aussi, j'éprouve des émotions. Moi aussi, moi aussi, j'ai un cœur, j'éprouve de l'empathie, mais ça me fait vraiment trop mal ce que les autres ressentent et ce que je n'arrive pas à moi à décrypter, ça me fait vraiment trop mal. Je sais pas comment m'y prendre. Alors, vous êtes humain, c'est bien évident que vous avez des émotions, des sentiments, que vous ressentez des choses. Après, effectivement, l'expression de vos émotions, c'est pas forcément ce qui est facile de par votre autisme, ce que je peux comprendre. Donc là, vous avez exprimé vos ressentis, vos besoins, et donc c'est vraiment tout ça qu'il va falloir vraiment qu'on essaie de travailler ensemble. Oui, je sais que de ce côté-là, j'ai des centres d'intérêt que je souhaiterais vous faire partager par la suite. Euh, je voulais aussi vous dire que de ce côté-là, au niveau de la prise de parole, que parfois je monopolisais beaucoup la parole, mais je trouve que mon entourage m'a permis de le travailler. Et à ce niveau, ça se passe plutôt bien. Très bien. Alors, ce qui se passe généralement au niveau des relations Oui. amoureuses, il y a des choses à travailler en prérequis. De manière très claire, quand il y a une relation, il y a une rencontre. Une rencontre, il faut prêter attention à différents éléments. Il y a le côté non verbal, puisque la rencontre, d'abord, elle se fait
quand c'est en direct, hein, au-delà des réseaux, sur l'apparence. Alors, je ne parle pas forcément d'un point de vue esthétique, mais au niveau de la posture, au niveau de vos vêtements, de l'hygiène corporelle, ce type d'élément, en tout cas, est à prendre en considération. Je vois que de ce côté-là, si je peux me permettre, vous n'avez pas de soucis. Il y a ensuite le moment où vous allez devoir converser, puisque c'est bien de se voir, mais il faut aussi commencer à converser. Converser, il faut savoir quoi dire, à quel moment, de trouver des sujets, ce n'est pas forcément les choses les plus évidentes. Mais il y a tout un travail sur l'aspect verbal. En tout cas, je vois que au niveau du travail de la parole, de la conversation, vous avez appris au fur et à mesure à ne pas monopoliser la parole. Donc, il y a vraiment des choses qui ont été travaillées de ce côté-là. Au niveau de vos intérêts, vous avez commencé à les aborder. Quelles sont du coup vos recherches, vos attentes sur la relation amoureuse? Alors c'est vrai que j'ai quelques attentes. Ma première chose déjà, c'est un partage, un centre d'intérêt commun à la musique. Donc moi, c'est tout ce qui a trait à la musique rock, métal. Tout ce qui a trait aussi au niveau des films, les films plutôt orientés vers les films américains, les films de science-fiction. J'attends beaucoup aussi de la personne. Je voudrais vraiment qu'elle ait une fourchette d'âge entre 25 et 30 ans, et j'aime les brunes. Donc, voilà. Bon, je vois que vous avez une attente très claire de cette femme que vous souhaitez rencontrer pour une relation amoureuse. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur les différentes rencontres, situations que vous avez eues par le passé, et qu'on puisse identifier ce qui a été levier pour vous et ce qui a été au contraire difficile pour vous. Et puis je dirais pour le reste, faites-vous confiance. On en arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous raccompagner, monsieur. Merci. Merci. Allez, je t'attends de l'autre côté. Vas-y, je te suis faire signe. Ah, merci. 4 ans plus tard, Bonjour, messieurs, dames. Je vous invite à me suivre. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bonjour, Billy. Bonjour Madame Rioussam. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quel Oui. plaisir. Oui, Et je vois que cette fois-ci, vous êtes venu accompagner. avec Sidonie, oui. Oui, bonjour. Enchantée. En fait, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on vienne à deux vous voir. Parce que donc on est ensemble depuis 2 ans maintenant. On habite ensemble depuis 1 an. Et je vous avoue que c'est pas toujours facile et que moi je rencontre quand même parfois des difficultés à vivre avec Billy. Par exemple, je trouve qu'il s'enferme beaucoup. Alors il est fan de musique, il joue de la guitare et il passe énormément de temps à jouer de la guitare dans sa bulle. Voilà, il me laisse pas rentrer dedans, quoi. Et parfois c'est difficile, quoi. Et aussi, il y a plein de petits malentendus qui nous arrivent souvent, des quiproquos. Il prend tout au pied de la lettre. Et parfois, je trouve ça vraiment pénible. Vous avez quelques exemples? Bah oui, par exemple, il y a pas très longtemps, je me suis un peu énervée. Je lui ai dit que j'aurais voulu qu'il soit un peu plus chaleureux avec moi. Et en fait, j'ai eu droit à de la tisane et des bouillottes et des plaids pendant 15 jours, quoi. D'accord. Il y a peut-être une association d'idées à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes au fait du fonctionnement un peu de Billy, de par ses particularités, mais est-ce que vous avez eu l'impression à ce moment-là d'avoir signifié une attente claire? Je pensais, mais apparemment non. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe plus de temps ensemble, qu'on partage plus de choses. J'aimerais bien et puis parfois qu'ils me comprennent un peu dans mes émotions, quoi. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais moi j'ai très peur des araignées, par exemple. Et il n'y a pas très longtemps,
j'ai vu une grosse araignée, et donc j'étais toute chamboulée de voir cette araignée. Et en fait, au lieu de me rassurer et puis d'enlever l'araignée, il a passé un quart d'heure à m'expliquer par A plus B pourquoi l'araignée, voilà, pourquoi ça pouvait pas me faire peur, pourquoi elle pouvait pas me faire de mal, etc. Et je le sais, au fond de moi, je le sais, et ça n'empêche que ça m'angoisse quand même. Alors effectivement, je retrouve le fonctionnement de Billy. Il est très pragmatique. Une petite bête, comme il l'a bien signifié, ne peut pas manger une plus grande bête. Non, mais il est vrai que, voilà, au niveau émotionnel, il va plutôt s'appuyer sur ce qui est pragmatique. Et là, de comprendre pourquoi vous avez une crainte par rapport à cela, effectivement, on est vraiment dans un fonctionnement très pragmatique. Oui, c'est vrai. Et, par exemple, aussi, j'aimerais qu'il soit plus attentionné avec moi. Par exemple, il me dit jamais qu'il m'aime. Et j'aimerais bien, moi, j'arrête pas de lui dire. Et j'aimerais bien qu'il me le dise plus, parce que des fois, Mais je t'aime. Hein. Je te l'ai dit, c'était le vendredi 17 juillet 2020 et il était 15h32. On était installés sur le canapé dans mon appartement. C'est vrai. Et oui, je t'ai apporté une tisane pamplemousse, citron, gingembre. Et tu te l'as renversé, tu sais, tu l'as renversé. Ouais. Je te des l'ai fois, il se déjà rappelle dit. de trucs. Il se rappelle de tout. Mhm. Bon, c'est vrai que ça me fait rire quand il me sort des trucs comme ça, avec tous les détails comme ça. C'est hyper marrant. Ça m'exaspère, et en même temps, j'adore, parce que je sais qu'il se rappelle de tout, il n'oublie jamais rien. Quand il me dit quelque chose, c'est sûr qu'il va le faire. Je connais personne de plus fiable que lui, donc j'ai une confiance. Je suis hyper en confiance avec lui, et c'est vrai que je doute jamais de sa parole. Et ça, c'est super, c'est super. Alors Billy, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce qui a été dit par votre compagne ? Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que je passe peut-être beaucoup de temps sur ma guitare. Je passe peut-être un peu trop de temps les week-ends à visionner des films, et c'est vrai que peut-être je devrais plutôt passer un peu plus de temps avec toi et partager peut-être des centres d'intérêt communs. Et je vais essayer de travailler encore. Et puis après, moi, je sais que tu as besoin de passer beaucoup de temps sur ta musique. Et moi, d'ailleurs, j'adore la musique et j'adore quand on partage ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on partage d'autres choses, parce que dans ma vie, il n'y a pas que la musique. Et j'aimerais bien qu'on se balade tous les deux, qu'on aille, je sais pas, voir du théâtre, voir des amis, aller au resto. Et j'aimerais partager plein d'autres trucs avec toi. Mais je sais que tu as besoin de ce temps-là pour être bien. Alors c'est très intéressant ce que vous vous êtes dit là pendant la consultation, c'est que on voit bien qu'il y a des choses à travailler, des efforts de part et d'autre, et que vous reconnaissez aussi les qualités que vous pouvez retrouver chez les autres. En tout cas, je pense qu'avec ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, en tout cas ce que vous êtes dit là aujourd'hui, vous allez pouvoir maintenant plus facilement échanger, pouvoir exprimer vos attentes, partager des centres d'intérêt ensemble, trouver des temps individuels mais aussi ensemble. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle continuation tous les deux. Je vais vous raccompagner. Merci Madame Rigoussade. Merci, je vous en prie. Merci également. Merci à vous. C'était agréable, c'était réaliste, c'était concret. Merci donc à Agnès, merci à Fatima, merci à Guillaume de nous faire entrer par le spectacle vivant dans le vif du sujet. Alors, le sujet. Depuis hier, conférences et tables rondes ont abordé bien des aspects de la vie personnelle et sociale de tout individu. La vie quotidienne, la vie universitaire, la vie professionnelle, la vie culturelle, reste un aspect, et pas n'importe lequel, un aspect impliquant tout particulièrement rapport aux autres et rapport à soi-même, au carrefour du relationnel et du sensoriel, du physique et du mental. Je veux parler de la vie affective et de la sexualité. Pour nous en parler aujourd'hui, la docteure Isabelle Hainaut, psychologue et sexologue, directrice de clinique à Montréal. La voix de cette Québécoise porte aujourd'hui bien au-delà de son Canada natal.
Son ouvrage « Le syndrome d'Asperger et la sexualité » lui vaut une reconnaissance internationale que renforce encore sa plus récente publication, Le profil Asperger au féminin. Isabelle Hainaut s'est attachée à identifier ce qui, dans les syndromes TSA, peut constituer des freins spécifiques dans les domaines affectifs et sexuels, des paramètres particuliers à prendre en compte. Puberté, rencontre, vie de couple, Isabelle Hainaut s'applique à étudier toutes les étapes et tous les cas de figure. Au service de cet objectif, 3 piliers. Son expérience clinique, bien sûr, l'accompagnement sur le terrain d'équipes pédagogiques et la participation à de nombreuses recherches internationales relatives à l'éducation socio-sexuelle. C'est le résultat de cette vaste réflexion que la Dr Hainaut accepte de nous livrer aujourd'hui, ou plutôt le résultat provisoire, car j'imagine que votre recherche, docteur, comme toutes les vraies recherches, n'aura jamais de fin. Dr Hainaut, il est temps maintenant pour vous de franchir l'Atlantique. Alors j'espère que cette traversée de l'Atlantique, là je me tourne vers la régie, ne se fera pas à la rame. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est bon. Nous sommes heureux maintenant de pouvoir vous écouter. Merci beaucoup. Merci pour cette belle introduction. Félicitations aussi pour la scénette. C'était tout à fait réaliste et ça ressemble beaucoup aux expériences que je vis aussi au cabinet de Montréal. Donc, merci de m'avoir invité pour clôturer les Aspie Days. J'aurais bien aimé être avec vous. Bon, dû à la COVID, c'était très complexe, mais maintenant, on peut utiliser donc la technologie. Je suis vraiment très, très heureuse de partager un moment sur un sujet qui est très sensible, délicat, mais qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est vie affective, relationnelle et la sexualité saine pour les personnes autistes et Asperger. Donc, je vais tout de suite partager un diapo avec vous pour vous présenter du matériel. Donnez-moi un petit instant. Donc, j'espère que vous voyez la diapo. S'il y a un problème, j'imagine quelqu'un de la technique pourra me faire signe. Donc, vie affective, sexualité, plusieurs éléments que je souhaite partager avec vous. C'est une courte présentation, donc espérons que j'aurai le temps de tout couvrir et aussi vous partager du matériel. Comme dans la scénette qu'on a vue précédemment, souvent les adolescents et les adultes souhaitent avoir du contenu concret, donc des programmes, des images, et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, donc je suis la directrice de la clinique Autisme et Asperger de Montréal, sexologue et psychologue depuis maintenant 19 ans. Et je travaille aussi en collaboration avec plusieurs collègues en Europe, en France d'ailleurs, avec grand plaisir, et un peu partout pour vraiment tenter de bien cerner les besoins des adolescents et des adultes en matière d'éducation et d'intervention. Si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir le site de la clinique Autisme et Asperger de Montréal. On a donc une équipe multidisciplinaire qui travaille autant avec les enfants, les adolescents, les adultes, les couples aussi. Nous recevons plusieurs couples en consultation, comme dans la scénette, où on a 1 ou 2 partenaires sous le spectre de l'autisme. On travaille beaucoup avec les familles aussi qui viennent pour chercher de l'information par rapport à différents sujets pour aider leurs enfants et leurs adolescents. Et dernièrement, donc, plusieurs femmes aussi qui sont venues consulter à la clinique avec un profil qui est quand même différent du profil masculin. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, mais je voulais quand même vous présenter rapidement. Si vous allez sur le site de Chenelière Éducation et Pirouette en Europe, vous allez trouver le nouveau livre sur le profil Asperger au féminin. Ce qui est intéressant, sur le site de Chenelière, vous pourrez directement télécharger le guide d'évaluation clinique des femmes qui a été coécrit avec le professeur Tony Atwood et Valentina Pazin, qui est une collègue psychologue qui travaille en Italie. Et donc, on a élaboré un profil assez distinct pour aider les femmes, tant au plan de l'évaluation diagnostique que de la recherche de ressources et de matériel. Maintenant, entrons dans le vif du sujet du jour. Donc, la sexualité, l'affectivité. Idéalement,
en tant que parent intervenant, toujours débuter avec des explications et des thèmes qui sont simples et concrets. De plus en plus, heureusement, avec les années, on a réussi à développer du matériel visuel, des livres que je vais vous présenter pour aborder la sexualité de façon positive. Quand j'ai débuté mes interventions il y a maintenant 18 ans, on parlait souvent de problèmes de comportement ou de troubles sexuels. Donc, la connotation était très négative. Et en fait, il y a plusieurs stéréotypes préjugés accompagner la sexualité chez les personnes autistes ou les personnes avec un syndrome d'Asperger. Et avec le temps, avec plusieurs collègues, vraiment, on a décidé d'aborder la sexualité de façon positive pour éviter la surprotection qui souvent va faire que le sujet de la sexualité va être le dernier à être traité, alors que nous, on l'intègre vraiment dans nos discussions, autant aussi dans les programmes éducatifs, dans les classes intégrées ou les classes spéciales, pour tous les groupes d'âge. Donc, on débute vraiment quand les enfants sont jeunes pour leur donner accès à des connaissances importantes par rapport à leur développement socio-sexuel et éventuellement au niveau relationnel. On va valoriser les différences, les particularités de l'adolescent ou de l'adulte pour justement avoir un portrait positif. Donc, les habiletés sociales sont vraiment très importantes au niveau du développement des relations. Donc, toutes les règles, les conventions. Et dans la scénette, on voyait très bien donc le personnage adulte qui disait justement, parfois, il va y avoir des maladresses, mal comprendre l'intention de l'autre. Peut-être le décodage de la communication verbale, non verbale peut poser problème. Donc, on va aborder cette question avec des outils pratiques pour donner des repères. Encore une fois, donc, il n'y a pas de recette magique. Ça serait trop facile, mais on va quand même intégrer différents ingrédients qui vont aider les adolescents et les adultes à bien comprendre, cheminer et en créer une espèce de script. Nous, c'est la façon dont on travaille, donc beaucoup de mise en situation où on va développer étape par étape. Donc, les étapes des relations, comment débuter une relation, maintenir une relation, comment discuter, donc tout justement la communication verbale également, l'art de la conversation, qui n'est pas toujours simple. Et ce qui, pour moi, est central au niveau des relations affectives, c'est la théorie de la pensée, c'est-à-dire la capacité d'identifier les pensées, les intentions, les émotions chez l'autre. En d'autres termes, moi, souvent, j'utilise le concept de la bulle, un peu comme dans un cartoon. Chaque personnage a sa bulle de pensée, a ses propres émotions. Donc, on va travailler ensemble pour identifier à travers des scènes, à travers justement aussi des vidéos que je vais vous partager, quelles sont les différentes façons de penser pour ensuite arriver à comprendre la notion du consentement. Au niveau de la sexualité, le consentement est vraiment central pour la personne autiste ou Asperger d'arriver à donner son propre consentement, donc d'évaluer est-ce que moi, j'ai envie d'entrer en relation, de quelle façon, est-ce que j'ai envie de franchir quelques étapes. Donc, de donner son propre consentement, mais aussi la capacité d'aller vérifier le consentement chez l'autre. On va travailler à mieux détecter les émotions, lire les émotions chez l'autre, exprimer et gérer les émotions difficiles telles l'anxiété, la dépression. Donc, tout ça fait partie du programme d'intervention que l'on propose au niveau relationnel. Vous voyez, donc ça peut déborder la sexualité parce qu'en fait, tous ces enjeux sont très, très importants. Toujours tenir en compte les routines et les rituels de comportement chez certaines personnes. Si jamais on a à travailler des comportements sexuels qui peuvent être parfois inadaptés, toujours regarder donc les enjeux, les facteurs qui ont pu précipiter les comportements sexuels. En général, dans ma pratique, c'est très rare que je vais rencontrer des adolescents ou des adultes qui avaient une intention malveillante. Souvent, c'est lié à la difficulté à décoder la théorie de la pensée chez l'autre. Donc, de projeter ses propres intentions ou ses propres désirs en voulant, par exemple, embrasser ou toucher quelqu'un dans un contexte intime sans avoir au préalable vérifié le consentement. Donc, tout ça va être une grande, grande partie du travail proposé. On va aussi tenir compte des sensibilités sensorielles, donc du profil sensoriel de chaque adolescent, chaque adulte. Il peut y avoir des hypersensibilités ou des hyposensibilités sensorielles qui peuvent avoir bien sûr un impact sur toute l'énergie déployée pour se concentrer, garder le focus dans les activités, mais aussi le fait souvent de se sentir submergé par trop de stimuli, que ce soit du bruit, la lumière intense, les touchés, bien sûr, qui sont très importants au niveau de la sexualité. Et avec les années, malheureusement, on constate que
dans la plupart des pays, il manque d'informations par rapport à l'éducation sexuelle. Plus particulièrement, les adolescents et les adultes parfois se retrouvent seuls, laissés à eux-mêmes, sans avoir accès à un cadre d'information qui, justement, permet de développer les habiletés avancées. Donc, au niveau du développement socio-sexuel chez les adolescents et les adultes, bien sûr, il y aura des comportements que l'on appelle exploratoires. C'est tout à fait normal d'être curieux, curieuse, de vouloir entrer en relation avec les autres. Parfois, ils vont procéder par imitation sociale, donc ils vont reproduire les modèles qu'ils vont voir dans l'entourage ou parfois sur Internet, d'où l'importance de donner accès à des ressources, à des sites Internet d'éducation, des modèles positifs à imiter pour éviter de se retrouver avec une reproduction de scénarios qui ne seraient pas adaptés. Il y a aussi dans le développement socio-sexuel un enjeu qui est majeur, qui est lié à l'identité de genre. Donc, il peut y avoir des adolescents et des adultes aussi qui se questionnent en lien avec leur identité de genre. De plus en plus, les recherches tendent, et aussi l'expérience clinique, à explorer donc ce qu'on appelle la flexibilité de genre ou le modèle non-binaire. Non-binaire veut dire ni masculin ni féminin, mais plutôt une combinaison, une richesse en fait des caractéristiques autant masculines que féminines qui vont être exprimées chez certaines personnes. Donc, une espèce d'ouverture à la genralité sans nécessairement que ça soit pathologique, sans nécessairement que ça soit non plus lié à ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Donc, gardez en tête qu'environ 30 à 40 des personnes autistes Asperger peuvent avoir donc cette idée de non-binarité et vraiment bien se développer sans que ça soit encore une fois un conflit. D'autres viendront consulter s'ils se questionnent par rapport à leur identité. Et donc, un nouveau protocole de service qui a été élaboré à la clinique Autisme Asperger de Montréal, en collaboration bien sûr avec plusieurs collègues de l'étranger, pour offrir un accompagnement si une personne autiste ou Asperger souhaite une transition partielle ou une transition complète. C'est un autre sujet. En fait, ça pourrait être une présentation en soi. Je n'aurai peut-être pas le temps de développer davantage maintenant, mais il y aura une période de discussion, questions à la fin ici. Vous souhaitez que j'aborde le sujet de la genralité. Plus en détail, ça me ferait grand, grand plaisir. Aussi, on travaille beaucoup à préparer la puberté pour les plus jeunes, pour éviter qu'ils vivent trop d'anxiété, parce que gardez en tête que la puberté, c'est un grand moment de transition chez tout le monde, autant chez les neurotypiques, mais pour les jeunes autistes ou Asperger, ça peut être un moment qui entraîne beaucoup d'anxiété parce qu'ils perdent un peu le contrôle sur le développement physiologique, donc tous les changements hormonaux et les changements corporels par rapport, par exemple, à la poussée des poils, la transformation des organes génitaux, la fonction ou les réactions physiques sexuelles, les menstruations chez les filles. Et l'objectif, en fait, c'est de normaliser, d'éviter qu'il y ait justement des vides ou des méconnaissances qui souvent peuvent engendrer plusieurs anxiétés. Donc, on va préparer la puberté en expliquant, en montrant en images les différentes étapes qui seront franchies, mais aussi les changements psychologiques accompagnés qui s'accompagnent de la puberté, les émotions qui vont fluctuer, parfois ce besoin d'indépendance. On a plusieurs jeunes qui veulent faire des choses par eux-mêmes, mais il peut y avoir un décalage au niveau de la maturité, soit personnelle ou relationnelle. Et donc, les interventions vont venir combler justement ces difficultés. Beaucoup de curiosité par rapport à la sexualité et des intérêts qui vont se développer aussi. Parfois, les intérêts qui étaient liés à des sujets précis peuvent se développer vers un intérêt pour une personne. Donc, de vouloir avoir des copains, copines, éventuellement un amoureux, une amoureuse. Donc, je vous propose quelques livres pour enfants et jeunes adolescents pour vraiment illustrer les changements, rassurer les adolescents et leur donner accès à des concepts de façon très concrète. Donc, qu'arrive-t-il à Elsa? Donc, sur le développement physiologique. Donc, on voit vraiment le changement du corps à travers plusieurs étapes, très bien fait, très imagé. Et c'est ce que Elsa aime, en lien justement. Si je suis toujours connectée, peut-être me faire signe.
Est-ce que vous me voyez ou vous m'entendez? Parfait. Donc, vous me voyez, on me dit que tout fonctionne. Excellent. Désolée, je crois qu'il y a eu peut-être un petit bug. Je reviens à mon PowerPoint. Désolée. Parfait. Excellent. Parfait. Donc, il semble que ça fonctionne. S'il y a un souci, faites-moi signe. Donc, le livre, cette expérience a été publié sous peu. C'est vraiment un beau livre qui répond aux questions des adolescents et aussi des jeunes adultes. Donc, souvent, moi, je vais proposer d'offrir du matériel, des livres, par exemple, plutôt que de se retrouver sur Internet avec des sites qui peuvent parfois aussi entraîner des méconnaissances ou des informations qui ne sont pas nécessairement à jour ou adaptées. Aussi, le livre de Patrick Éluard, mon collègue de longue date, qui a publié un livre extraordinaire sur l'apprentissage de la sexualité et aussi le geste de masturbation pour éviter qu'il y ait des comportements inadaptés. Et si vous travaillez avec des personnes qui ont une forme d'autisme plus sévère, Kate Reynolds a aussi publié le livre Sexuality and Severe Autism, où elle donne donc des suggestions en lien avec l'éducation sexuelle, mais aussi comment intervenir si on travaille avec une personne qui a un comportement inapproprié. Je vous propose aussi des images gratuites que vous pouvez télécharger qui proviennent d'un site très intéressant de professionnels au Danemark qui utilisent aussi beaucoup de matériel visuel et concret pour expliquer la sexualité, par exemple le développement de la puberté, mais en images, parce qu'on se retrouve un peu toujours dans ce dilemme avec l'éducation où on présente du matériel parfois qui est vraiment pas très tangible ou concret et qui ne va pas nécessairement donner des bonnes informations. Donc, je vais juste lire, il y a un petit mémo. Juste... Je ne vous entends pas, non. Donc, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Je vais retourner, attendez. OK, donc je viens d'avoir un message. Donc, vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus. OK, donc je continue. J'espère que vous avez accès pardon, aux diapos. Je recommence. Donc, je continue. Je suis désolée, la technologie parfois. Donc, juste m'assurer. Parfait, je vais poursuivre. Merci de votre patience. Donc, aussi au niveau de la puberté, important d'apprendre à reconnaître les relations qui peuvent être abusives ou dangereuses. Parfois, je travaille avec des adolescents et des jeunes adultes qui ont de la difficulté à juger l'âge des gens. Ils peuvent se retrouver avec parfois donc des gens qui sont en relation avec eux, mais qui peuvent avoir des intentions différentes ou malveillantes. Donc, ça va être très important de prévenir, mais en fait, comme j'expliquais, ce n'est pas de la surprotection, mais plutôt de la prévention et de l'éducation. Et on va travailler aussi ce qu'on appelle les ingrédients ou les étapes des relations amoureuses, comme le partage, plaisir, l'intérêt, respect, communication, et toutes les étapes pour justement développer une relation, soit en amitié ou en amour. Et vous pouvez donc télécharger un beau programme éducatif qui s'appelle Vague par Vague, qui a été développé au Canada il y a plusieurs années. C'est un manuel avec donc des mises en situation, des quiz très interactifs et vous pourriez donc l'utiliser avec les adolescents pour explorer, comme je disais un peu plus tôt, les relations qui peuvent être dangereuses, mais aussi les belles relations. Dans la scénette, un peu plus tôt, on parlait aussi de la communication verbale et le langage non verbal. C'est vrai que ça peut être difficile pour certaines personnes
maintenir le contact visuel, sourire, parce qu'ils peuvent avoir parfois un visage qui est un peu figé, la posture, l'ouverture du corps et la distance. Donc, à travers des mises en situation, un peu comme le faisait donc la professionnelle, on va nous, par exemple, choisir un sujet de conversation et on va s'attarder à jouer au théâtre pour qu'il y ait donc une plus grande fluidité dans le non-verbal et aider aussi la personne autiste ou Asperger à décoder le langage non-verbal chez l'autre. Très important, parce que si on veut agir à titre de prévention, donc, on ne veut pas non plus, parfois, il y a surtout des femmes ou des adolescentes qui viennent consulter qui me disent, Isabelle, j'étais donc dans une rencontre avec quelqu'un, j'étais très enjouée, très contente, mais je n'ai pas décodé que l'autre personne ne voulait pas nécessairement que de l'amitié, l'autre personne peut-être souhaitait un peu plus, donc même aller jusqu'à des comportements sexuels et je n'ai pas pu décoder. Et donc, on va travailler avec des fiches que je vais vous présenter dans quelques instants, tout le langage non verbal. Et on va travailler aussi les outils de conversation pour l'amitié. Donc, si jamais vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller voir Dawn Gabor, qui a publié un livre il y a plusieurs années, mais qui est excellent, Comment se faire des amis grâce à la conversation. Donc, il explique un peu l'idée de jouer au tennis ou au ping-pong quand on est en conversation, c'est-à-dire que la balle va des deux côtés, on pose des questions, on peut refléter et il y a des mises en situation dans le livre. Et j'aime bien aussi utiliser ce qu'on appelle les story cubes. Vous pouvez aller sur Internet voir, acheter soit la boîte réelle de cubes, donc les cubes avec lesquels vous pouvez jouer. Vous allez lancer, par exemple, le dé. Il y a un picto ou une image qui va apparaître et là, vous démarrez une conversation avec l'image qui est sur le cube. Si, par exemple, c'est un avion, ben, on va commencer à parler, par exemple, est-ce que tu as déjà pris l'avion? Est-ce que tu prévois faire un voyage? Et là, on va jouer ensemble dans du 1 pour 1 au départ. Et ensuite, on peut même l'utiliser en groupe pour favoriser plus de flexibilité en lien avec les conversations. Et l'idée, c'est, oui, partager son intérêt spécial, mais comme on voyait dans la scénette, parfois l'idée de monopoliser la discussion sur un sujet qui peut-être va être lassant pour l'autre personne, ce n'est pas nécessairement avantageux. Donc, on apprend à jouer avec les story cubes. Et même si le titre est en anglais, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de mots, c'est vraiment juste des icônes et des images. Donc, je vous propose, et c'est vraiment très amusant aussi. Et vous pouvez acheter sur Internet, sur le site sexedmart.com, donc les cartes. Le titre est en anglais, mais en fait, il n'y a pas de mots sur les cartes. Vous avez une série d'environ une 50aine de photos d'adolescents, jeunes adultes, dans des contextes relationnels. Et donc, on apprend à décoder l'intention de chaque personnage, donc ce qu'on appelle la bulle de pensée, donc la fameuse bulle comme dans les cartoons. Il peut y aussi avoir les émotions, puis on peut décider ensemble de même ajouter une bulle de parole. Qu'est-ce que chaque personnage pourrait dire? Et donc, il y a des situations malaisantes, des situations romantiques, des situations amicales. Et donc, moi, j'utilise beaucoup ce type de matériel pour justement aider à développer une espèce de script. Comme j'expliquais, il n'y a pas de recette, mais plus on travaille de façon concrète à décoder, plus on sera en mesure donc d'avoir accès à une meilleure compréhension de l'intention, l'émotion et la pensée de l'autre. Au niveau de l'affection et les relations, donc, l'affection est au cœur, bien sûr, des relations interpersonnelles. On souhaite aussi aider les adolescents et les adultes à décoder les signes ou les besoins de l'autre. Comme dans la scénette, la partenaire disait, bon, j'ai besoin d'entendre des mots doux parfois, des mots et des gestes d'affection. C'est aussi en lien avec l'habileté à exprimer l'affection. On sait que certaines personnes autistes Asperger peuvent parfois démontrer l'affection de façon plus concrète, pas nécessairement par des mots et des gestes. Donc, on va travailler à joindre les deux mondes, en fait. Je vous explique comment dans quelques secondes. On va aussi travailler les contextes, c'est-à-dire que dans un contexte avec mes parents, il y a des mots d'affection ou des gestes que je peux avoir avec la fratrie, avec mon amoureux, mon amoureuse, avec des collègues de travail. Donc, les mots et les gestes ne seront pas les mêmes selon les contextes. Et aussi, on va travailler la fréquence. Dans la scénette, le personnage disait, bah, je t'ai dit que je t'aimais ou que bon, j'étais amoureux, telle date. Est-ce qu'il y a 1 an ou 2, c'est suffisant? Est-ce qu'on doit se dire je t'aime tous les jours? Est-ce que c'est trop pas assez? Et donc, on va s'amuser à élaborer des mots, des gestes
des contextes et des fréquences. Donc, si je dis à mon partenaire ou ma partenaire tous les jours, je t'aime 8 fois, c'est un exemple, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Donc, on va vraiment travailler à donner un sens à tout ça et comprendre l'émotion de l'autre aussi en offrant ce qu'on appelle une rétroaction. Et ça, c'est vraiment au cœur des relations interpersonnelles, que ce soit en amitié ou en amour, c'est de donner une rétroaction à l'autre de façon verbale ou non verbale qui va aider à rassurer la relation. Si la personne autiste Asperger est vraiment trop souvent dans sa bulle et qu'il y a peu de rétroaction, l'autre, donc ami ou amoureux, amoureuse, va imaginer éventuellement qu'elle n'est pas assez importante, que l'autre n'est pas finalement connecté. Et ce manque de connexion est souvent mentionné lorsqu'on fait de la thérapie de groupe ou de la thérapie de couple où il n'y a pas assez de rétroaction. Il faut garder en tête qu'il y a aussi des perspectives différentes pour la personne autiste Asperger. Les sensibilités sensorielles ou l'inconfort par rapport aux gestes d'affection, donc les toucher, peuvent entraîner parfois aussi un évitement des contacts et la capacité, elle est différente et ce n'est pas une insensibilité à l'autre, à la relation, c'est ce qu'on appelle une perspective ou une capacité différente. Donc, la personne autiste Asperger, sa capacité à socialiser ou à être en relation, c'est un peu la grosseur d'une petite tasse à espresso qui peut se remplir très vite et qui a besoin d'être vidée par des pauses pour éviter qu'il y ait un sentiment d'être submergé. Alors que la personne neurotypique, c'est vraiment une capacité comme un baril qui est souvent sans fin. Et donc, si la personne neurotypique considère donc, la perspective autiste Asperger, je pense qu'il va y avoir plus d'harmonie, de comprendre que l'autre aura besoin de pause et en même temps d'apprendre à connecter. Donc, ça va vraiment des deux côtés, le travail, autant du côté de la personne autiste Asperger que des personnes neurotypiques. Et là, voici des situations, l'affection. Pourquoi démontrer de l'affection? Comment m'y prendre? J'ai plusieurs adolescents adultes qui viennent en consultation et me disent, Isabelle, je veux bien donner de la rétroaction, mais je ne sais pas trop comment. Je suis inconfortable avec les toucher. Et un jeune nous disait, il ne faut jamais pleurer, donc sinon quelqu'un te fera un câlin. Et donc, le fameux câlin, la bise, ça peut être très difficile pour une personne autiste Asperger qui peut se sentir inconfortable justement avec l'affection. Donc, comment s'y prendre? On va explorer ce qu'on appelle les différents types d'empathie. Bien sûr que les personnes autistes Asperger ont beaucoup de sensibilité, elles sont empathiques, mais elles vont parfois le démontrer de façon différente. Donc, ça peut être démontré de façon plus pratique ou ce que j'appelle fonctionnelle. Donc, ils peuvent faire des choses pour montrer leur attachement ou leur empathie ou leur amour pour quelqu'un. Et donc, lorsqu'on comprend que l'empathie peut être démontrée de façon plus fonctionnelle, donc ça va réparer beaucoup la relation. Donc, ils vont faire des choses, ils peuvent par exemple réparer un ordinateur. J'ai un couple avec lequel je travaille où le conjoint Asperger, pour démontrer son affection, sa sensibilité, a pris des cours de cuisine et donc il va faire des bons repas à sa conjointe. C'est sa façon à lui de montrer qu'il tient à elle. Et donc, on va comprendre la façon dont la personne va démontrer son empathie et sa sensibilité. Et d'un autre côté, on pourrait développer quelques mots, quelques gestes. Je vous montre dans quelques instants comment s'y prendre. Et on voit que la compassion et l'attachement est souvent très puissante chez les personnes autistes Asperger qui vont avoir un lien très particulier avec les animaux ou les jeunes enfants. Et donc, tout ça va passer plus par l'action. Si on veut développer les mots et les gestes, donc il y a 2 livres qui ont été publiés par mon collègue Tony Atwood qui sont, selon mon expérience, vraiment là, des petits bijoux. Donc, le premier livre à gauche qui s'appelle l'approche cognitivo-comportementale pour développer donc justement développer une meilleure compréhension et une expression de l'affection. Donc, il y a des mises en situation à travers le livre et même chose pour explorer les sentiments. Donc, l'approche cognitivo-comportementale pour aider à gérer l'anxiété ou la colère. Et donc, des mises en situation où on apprend, encore une fois, à décoder sa propre émotion, la nommer et la réparer aussi à travers des comportements d'amitié et des comportements relationnels. Le livre de gauche, à l'époque, a été développé pour les enfants, mais depuis au moins une quinzaine d'années, à la clinique, on l'utilise aussi avec les ados et même les adultes pour développer donc, encore une fois, un certain script
par rapport aux mots et aux gestes qu'ils peuvent utiliser dans différents contextes. On a eu beaucoup de succès et les livres ont été validés de façon scientifique, donc les 2 programmes, à travers plusieurs universités, donc en Amérique du Nord, en Europe et aussi en Australie. Aussi, je vous propose, probablement vous connaissez, en fait, c'est français, c'est mon coup de cœur au niveau des vidéos en ligne qui s'appelle éducationsensuelle.com. Donc, différentes scènes, mises en scène qui ont été filmées pour donner vraiment accès de façon imagée à ce qu'on appelle la préparation des relations amoureuses. Donc, le baiser, par exemple, comment s'embrasser. Et donc, vous avez dans les vidéos, c'est gratuit. Donc, des petits films commentés, donc comment s'embrasser, comment démontrer une certaine sensualité. Donc, moi, je l'utilise avec les ados et les adultes aussi pour donner une représentation visuelle plus concrète. Et si vous êtes intéressé, je pourrais, avec la diapo, vous donner une liste de vidéos et du matériel sur Internet qui n'est justement pas pornographique, qui n'est pas érotique non plus, qui est plutôt de nature éducative. Donc, c'est très important de donner accès aux adolescents et aux adultes ce matériel adapté pour qu'ils puissent continuer à apprendre, à développer donc des compétences et des connaissances plutôt que de se retourner sur Internet qui, souvent, si on n'a pas accès à des sites, on se retrouve sur des sites de pornographie. Certains comportements problématiques sont présents chez les personnes autistes et Asperger, malheureusement. Et dans certains cas, donc, il y a une histoire comportementale liée à l'abus sexuel. Donc, on est passé de 1,7 fois d'abus plus élevé chez les personnes autistes Asperger en 1996 et on arrive à maintenant près de 70% des personnes autistes Asperger qui vont révéler au cours de leur historique développemental, donc enfance, adolescence, puis parfois jeune adulte, des abus de nature physique de façon sexuelle ou psychologique. Donc, malheureusement, c'est une réalité bien triste. Les personnes sont plus à risque et souvent, ce qu'on voyait dans les recherches, c'est comme il y avait moins d'éducation, moins de repères, la personne autiste Asperger peut avoir de la difficulté à décoder est-ce que c'est un comportement abusif et comment réagir ou aller chercher de l'aide. Dans certains cas, les comportements problématiques sont liés à des facteurs organiques. Donc, il peut y avoir des problèmes physiques qui sont sérieux ou dus à la médication qui vont entraîner plus d'agitation, d'agressivité, etc. Et dans certains cas, il va y avoir une condition psychologique ou psychiatrique associée. Donc, c'est ce qu'on appelle un double diagnostic et ça peut entraîner donc des difficultés liées au contrôle de certains comportements. Je vous propose, si vous êtes intéressé, vous pourrez télécharger gratuitement des lignes directrices qui ont été élaborées en collaboration avec une collègue qui est psychologue à Montréal pour aider les professionnels. Si vous travaillez dans une organisation, par exemple une commission scolaire, dans un foyer de groupe, donc vraiment des lignes directrices en lien avec justement les comportements sexuels adaptés, comment répondre aux questions, quelle est la position par rapport à l'enseignement des endroits privés, publics, et on vous donne accès donc à une revue de littérature et des idées très concrètes pour donner accès, encore une fois, à de l'éducation sexuelle. Donc, vous pourrez télécharger le document sur Internet. Aussi, si vous voulez intervenir au niveau de la sexualité et des problématiques sexuelles chez les personnes autistes Asperger, donc des collègues de Montréal, dont Yves Claveau, qui est un sexologue, ont publié, encore une fois, gratuitement en français, un guide d'orientation clinique pour vous aider dans vos interventions. Quelques mots sur la loi. Il y a quelques années, j'ai publié avec Tony Atwood et Nick Dubin un livre qui sera bientôt traduit en français. Je vous tiendrai au courant. Là, je suis en travail actuellement avec Chenelière Éducation au Québec pour faire traduire le livre sur la loi. Donc, ça a été vraiment un gros travail pour aider les parents, les professionnels et les personnes autistes Asperger à comprendre l'aspect légal des comportements sexuels et à éviter aussi les pièges d'Internet. Donc, en 2014, Nick Dubin, qui est un jeune adulte Asperger, s'est fait arrêter par le FBI aux États-Unis pour avoir téléchargé du matériel inapproprié, illégal,
des images donc de pornographie juvénile. Et en fait, il raconte son histoire dans le livre. Et Nick donc travaillait à l'époque dans une école spécialisée pour les personnes autistes Asperger. Donc, il a perdu son emploi, il s'est retrouvé en prison et il a donc maintenant un casier judiciaire et il est inscrit au registre des pédophiles prédateurs aux États-Unis à vie. Et le but du livre, c'était pas de défendre Nick, c'était plutôt de comprendre les facteurs qui ont pu précipiter donc ces comportements de téléchargement, toute la naïveté. Et pour être bien honnête avec vous, à toutes les semaines, je reçois donc des courriels ou des appels de parents, de familles, d'adultes qui se sont mis, comme on dit, je ne sais pas si vous avez la même expression en France, mais nous, on appelle ça se mettre les pieds dans les plats, donc dans le pétrin, pour avoir malheureusement téléchargé du matériel illégal, souvent sans le savoir. Donc, on a pu travailler avec Tony Attwood à développer une meilleure compréhension et on explique dans le livre le type d'échanges ou de propos qui sont adaptés ou inappropriés sur Internet, quel type de photos, de fichiers sont illégaux. Donc, tout ce qui est illégal, bien sûr, c'est la pornographie juvénile, donc adolescente, infantile. Mais la plupart des gens avec lesquels je travaille, c'est malheureusement des images d'adolescents ou d'adolescentes qu'ils ont téléchargées parce qu'ils avaient mal jugé l'âge. Et comme tout ce matériel illégal est quand même disponible sur Internet gratuitement, la plupart croyaient que c'était légal parce que c'était accessible. Et donc, il y a toute cette méconnaissance des règles et de l'utilisation parfois des médias sociaux. On travaille aussi à repérer s'il y a des prédateurs sur Internet. Tout le volet de la pornographie. Et en fait, je ne blâme pas les personnes qui vont sur Internet. Souvent, ils y vont par curiosité, ils vont taper des mots-clés. Ils sont à la maison seuls et ils ont souvent l'impression qu'ils le font en privé et ils vont visionner des images pornographiques qui peuvent être parfois illégales aussi. Et donc, on va faire tout ce travail d'éducation, d'information pour éviter qu'ils se retrouvent dans une situation comme celle de Nick Dubin, qui est malheureusement trop courante. Et on travaille aussi les étapes des rencontres, comme dans la scénette présentée juste avant. Si on va sur des sites Internet pour rencontrer quelqu'un, quelles sont les étapes? Quelle est la sécurité, justement? On va donner plusieurs conseils de peut-être se retrouver dans un endroit public ou d'être accompagné les premières fois pour être certain et certaine qu'on ne se retrouve pas avec une personne qui pourrait avoir des intentions différentes ou parfois même malveillantes. Et donc, on va travailler tout l'aspect légal qui entoure les comportements sexuels et les modèles d'intervention, les notions de privé public, les groupes d'âge, aussi le contrôle parental qui peut être un fameux contrôle installé sur les appareils électroniques de la maison pour éviter que de la pornographie illégale entre à la maison. Si vous saviez à quel point c'est beaucoup plus courant qu'on le pense, c'est pour ça que je me permettais d'aborder le sujet aujourd'hui avec vous, en collaboration avec les jeunes et les adultes, parce qu'on ne peut pas leur interdire d'aller sur Internet, on veut juste filtrer les sites qui pourraient être illégaux et qui peuvent justement créer plusieurs problèmes par la suite. On explore la pornographie, donc nous, on en parle, on a des mises en situation où on va donner vraiment tout en détail qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Et je vais vous proposer un petit jeu interactif dans quelques instants. Et on va travailler aussi la loi. Quelles sont les conséquences légales? Donc, toute l'éducation socio-sexuelle va augmenter les habiletés relationnelles. On veut aussi diminuer les comportements sexuels qui pourraient être inappropriés et on souhaite généraliser en milieu de vie naturel. On va aussi travailler la notion du consentement. Donc, il y a un questionnaire qui a été développé par des collègues américains et on a eu la chance de le traduire en français. Je peux vous le partager aussi si ça vous intéresse. Donc, c'est un questionnaire qui va nous permettre d'outiller les ados et les adultes à comprendre le consentement, donc d'être capable de donner son propre consentement et vérifier chez l'autre en travaillant justement le concept de la théorie de la pensée, donc les fameuses bulles. Qu'est-ce que moi je souhaite, qu'est-ce que l'autre souhaite? On utilise des exercices pratiques et c'est accompagné d'une vidéo. Donc, il y a des mises en situation réelles où, par exemple, quelqu'un pourrait s'approcher trop rapidement, sans vérifier le consentement. Il y a des gestes affectueux dans un contexte qui est public. Et donc, on apprend vraiment à décoder à travers les scénettes, le vidéo et la grille qui provient du Young Adult Institute. Je vous ai mis ici le site et nous, on le traduit à la clinique.
Et on va travailler avec des fiches aussi. Donc, on a développé avec des collègues de Montréal toutes sortes de fiches pour expliquer que le consentement, ce n'est pas seulement une fois qu'on dit oui, que c'est oui à toutes les étapes. Donc, je peux décider, par exemple, d'avoir un contact amical avec quelqu'un, intime, mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai envie d'avoir une relation sexuelle complète. Et donc, à chaque moment, je peux changer d'idée. J'ai le droit de dire non ou j'ai le droit de dire je vais réfléchir. Et donc, à travers différentes fiches, on apprend à nos adolescents et nos adultes quels sont les signes positifs. Si quelqu'un est avec moi dans une relation, donc on utilise les couleurs des feux de circulation. Quand c'est vert, c'est positif. Donc, la personne sourit, s'approche, elle me serre dans ses bras, elle partage donc le plaisir avec moi, elle m'embrasse. Donc, ce sont des signes positifs. Et quels sont les signes négatifs? Donc, on le met en rouge pour... Donc, ça agit comme un arrêt-stop. La personne te repousse, elle pleure, on travaille le non-verbal. Donc, à travers la vidéo, on va aller chercher les signes positifs et les signes négatifs et les mots d'alerte. Donc, si jamais je me retrouve dans une situation et je suis inconfortable ou je suis vraiment dans une situation où la personne ne respecte pas mon consentement, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'y vais rapidement, mais trop souvent, pour revenir aux abus, plusieurs personnes autistes Asperger ont tendance à figer lorsqu'ils se retrouvent dans une situation inappropriée ou inconfortable. Ils ne savent pas quoi dire ou quoi faire. Donc, on va mettre en action des mots-clés et comment aller chercher de l'aide. Donc, à travers ces scènes. Et rapidement aussi, vous le savez probablement, donc j'ai publié un programme d'éducation socio-sexuelle maintenant en 15 sessions, 90 minutes chaque session que vous pouvez faire en groupe ou en individuel avec des thèmes particuliers. On a des questionnaires, des jeux, des mises en situation. Et donc, vu que la pandémie tend à se résorber enfin, donc je vais reprendre les voyages en présentiel et je serai de retour en France. Là, donc, au cours de l'année, ça me ferait grand plaisir de vous visiter à nouveau si vous êtes intéressé pour vous exposer le programme d'éducation socio-sexuelle qui a été publié chez De Boeck, donc Sexualité et syndrome d'Asperger. Première partie du livre, vous avez toute l'information sur le développement socio-sexuel. La deuxième partie du livre, c'est le programme d'éducation en étapes avec les jeux, mise en situation, les fiches, les questionnaires, etc. Donc, tout ça est dans le livre chez De Boeck. Les thèmes sont l'amour et l'amitié, les changements physiologiques. Donc, on va vraiment expliquer en détail, encore une fois, avec des fiches, avec des mises en situation, tous les changements physiologiques à la puberté, les comportements sexuels, on travaille les émotions, la contraception et la prévention des infections transmissibles sexuellement. On aborde l'orientation sexuelle, bien sûr, et aussi l'identité de genre, l'alcool, drogue et la sexualité. On aborde sexisme et rôle sexuel, les abus sexuels, la loi, la théorie de l'esprit, encore une fois, la communication et l'intimité, et comment naviguer de façon sécuritaire sur Internet et les médias sociaux. Donc, à travers tous ces thèmes, des activités ont été donc développées et on ne parle pas de sexualité, vraiment, on travaille la sexualité. Donc, il y aura toujours du matériel visuel et concret qui va illustrer chacun de ces thèmes. Donc, le fameux jeu interactif, si jamais je vous présente rapidement du matériel que vous pouvez accéder gratuitement sur Internet, c'est vraiment très intéressant. C'est un jeu interactif sous forme de cartoon, un peu comme des bandes dessinées, qui a été développé par le service de police de la Ville de Montréal. Vous avez simplement à aller sur le site et là, il y a des mises en situation où on voit des adolescents, des jeunes adultes sous forme de dessins animés qui vont sur Internet et qui font des erreurs. Et là, la scène se fige et le policier vous demande est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est une erreur? Et là, vous avez à vous-même faire un choix. Et si jamais vous dites, par exemple, ah oui, tout va bien, puis c'est une erreur, il y a un petit policier qui va venir vous expliquer c'est quoi les règles de sécurité sur Internet. C'est très, très bien fait. La plupart des ados avec lesquels je travaille, les jeunes adultes aiment bien cette vidéo parce qu'il est interactif et comme il est très bien illustré, et les scènes présentées sont très réalistes. Donc, les résultats de l'éducation et de l'intervention socio-sexuelle, un peu tout ce que je vous ai présenté, mais de façon très brève, on a pu, à travers les années, en formant des professionnels et des parents,
à justement l'éducation sexuelle qui, eux, ensuite ont offert des ateliers aux adolescents ou parfois même des interventions en individuel. On a une augmentation donc de la qualité de la relation lors des présentations. Donc, quand j'entre en contact avec quelqu'un, plus de réciprocité dans la conversation, autant aussi dans le verbal que le non-verbal. Les connaissances générales par rapport à la sexualité ont été enrichies parce qu'on donne toujours accès à du matériel que je partagerai bien sûr avec plaisir avec vous si vous le souhaitez sur Internet pour éviter qu'ils se retrouvent sur des sites Internet inappropriés ou illégaux. Et le jugement par rapport à ce qui est approprié ou pas a été beaucoup plus adapté une fois qu'ils ont eu accès à l'intervention et l'éducation. On a aussi une diminution des comportements sexuels inappropriés, moins d'isolement social, moins d'impulsivité et des comportements inappropriés tels masturbation en public ou toucher les autres sans leur consentement ont aussi été complètement diminués. Et une généralisation 3 mois suivant la fin des interventions, on a pu questionner nos participants, les familles et les intervenants aussi, et tous avaient encore des meilleures connaissances par rapport à la sexualité parce qu'ils ont eu accès à des ressources adaptées et plusieurs ont développé des relations interpersonnelles, d'amitié. Certains aussi ont développé des relations de couple et tous avaient une attitude positive, beaucoup plus positive envers la sexualité et la qualité de vie en général qui est aussi augmentée parce que plus on connecte avec l'autre, plus on se sent bien. C'était tout à fait bien illustré dans la scénette où j'ai tellement de participants, participantes qui viennent nous voir au cabinet et qui veulent avoir des amis, des amoureuses, des amoureux. Et donc, il y a un grand intérêt de la part de nos jeunes jusqu'à l'âge adulte, grande demande de la part des parents et des professionnels aussi qui souhaitent donner accès à plus d'éducation et d'intervention. Les résultats sont très positifs. Et maintenant, à ma grande joie, le programme d'éducation qui est contenu dans mon livre, mais aussi les interventions que je vous ai présentées avec les autres outils font partie du curriculum de service maintenant pour plusieurs adolescents, donc soit dans des écoles et aussi dans des groupes adultes un peu partout, donc en Europe, en Amérique du Nord et maintenant dans certains pays aussi asiatiques. Donc, je termine parce qu'on me demandait de garder du temps pour les questions de discussion. Et simplement un mot pour vous expliquer à quel point ces besoins sont importants pour les adolescents et les adultes qui, en fait, ont cet intérêt pour la sexualité, avoir des amis et socialiser. Donc, durant la pandémie, on a démarré à la clinique une chaîne d'amitié où les adolescents et les adultes pouvaient partager une fois par mois des créations qu'ils avaient. On a eu des poèmes, des photos, des chansons, des recettes. Certains et certaines ont créé de façon plutôt artistique, par exemple, des bijoux, etc. Et moi, je postais sur une chaîne d'amitié à Internet les créations de chacun et chacune pour qu'ils puissent se sentir liés, ils se sentaient moins seuls. Et dès qu'on aura possibilité d'ouvrir à nouveau donc, les activités de groupe, ils vont pouvoir se retrouver et se rencontrer donc de façon réelle enfin. Et il ne faut pas sous-estimer à quel point l'isolement social pèse beaucoup pour les jeunes et les ados. Donc, j'encourage énormément les initiatives pour les activités de groupe qui peuvent être parfois ludiques, pas nécessairement éducatives au départ, mais au moins de se retrouver en groupe en partageant des activités en lien avec des intérêts qu'ils ont en commun. Et lorsque les activités sont ludiques ou plaisantes, donc l'anxiété sociale est beaucoup moins élevée et donc ils peuvent apprendre à socialiser dans un contexte qui est plus naturel et par la suite, donc leur donner accès justement à tous ces outils. Donc, je vous recommande fortement d'aller voir les suggestions que je vous ai partagées, les cubes pour apprendre à converser, les cartons pour apprendre à décoder. Et si vous êtes aussi intéressé au niveau de l'éducation sexuelle, toute initiative sera vraiment positive pour éviter que vos adolescents, adolescentes ou les jeunes adultes se retrouvent justement à l'écart dû à leur méconnaissance. Donc, je m'arrête parce que je pourrais vous garder toute la journée. Je sais qu'il est tard pour vous et vous terminez donc 2 grandes journées d'atelier. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre
votre accueil chaleureux, même si je suis en visio. Merci d'avoir organisé cette courte présentation et je suis bien sûr disponible pour répondre aux questions, commentaires. Je ne vous entends pas, par exemple. Je vous entends pas encore. Oui, là vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que je dois faire quelque chose pour vous entendre? Je vais attendre la technique. Là, du coup, je vais parler tout de même, parce que si vous ne faites pas de différence entre une connexion qui fonctionne, il y a un progrès, nous ne vous entendons plus. Ah, d'accord, parlez, s'il vous plaît. Oui, moi, Bon. Bon, parfait, parfait. Alors, merci non seulement pour la conférence, mais merci également d'avoir su vous adapter aux aléas techniques. Merci à vous, hein. Désolé pour cela. Bien, nous allons passer, je vois qu'il y a des questions déjà. Alors, hop, nos bénévoles vont se précipiter. Parfait, première question. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien, bonjour. Ok. J'aurais deux questions. La première, moi, dans mon cas, donc j'ai un trouble du spectre autistique. Pour m'insérer dans la société, j'ai dû mettre en place énormément de stratégies de compensation, ce qui a eu pour conséquence que je suis devenu extrêmement exigeant envers moi-même. Au point où j'en suis aujourd'hui, c'est si je dois partager ma vie avec quelqu'un, c'est que je pense que je serai extrêmement exigeant avec la sélection de mon partenaire. Et même après, je me dis que même si je le trouve pas, rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie ne me fait pas peur. Mais par contre, j'ai horreur de l'expression vieux garçon, vieille fille qu'on entend en France, comme si c'était une honte d'être toujours célibataire et sans enfant à partir d'un certain âge. Donc ma question, c'est comment faire pour changer les mentalités? Et ma deuxième question, je la pose d'affilée. Certaines personnes avec un trouble du spectre autistique sont asexuelles et ou aromantiques. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Excellente question, merci beaucoup. Donc, pour changer les mentalités, en fait, je pense qu'il faut aussi être ouvert à différents types de relations. Plusieurs jeunes adultes avec lesquels je travaille peuvent choisir d'avoir des amis, des amoureux, mais ils ne vont pas nécessairement habiter ensemble. Ils peuvent se fréquenter justement dans des activités, avoir ce que j'appelle du temps de qualité et vivre une certaine intimité qui n'est pas nécessairement sexuelle non plus. Donc, ils peuvent aller au cinéma, partager des repas, des passions communes et pas nécessairement cohabiter. Et là, pour moi, ça déconstruit cette idée de vieux garçon, vieille fille qui souvent, comme vous le dites, vous avez raison, peut être accolée aux personnes autistes Asperger. Et l'idée, en fait, c'est que si vous avez envie de rencontrer des amis ou amoureux, amoureuses, peu importe, c'est d'être outillé. Hein, le but, c'est pas nécessairement d'être en relation, mais d'avoir les outils. Donc, si vous souhaitez être en relation, vous aurez donc la possibilité. Et c'est pour ça que nous, à Montréal, on organise beaucoup d'activités de groupe, comme j'expliquais juste à la toute fin, des sorties, des occasions de se rencontrer pour devenir amis. Et certains vont pousser la relation vers plus d'intimité pour être peut-être amoureux, amoureuse. Mais l'idée, c'est de briser l'isolement. C'est ça, moi, qui me tient à cœur. Parce que l'isolement social entraîne pour plusieurs, malheureusement, de l'anxiété sociale ou de la dépression, de se sentir seul à l'écart. Et l'objectif, c'est ça, c'est de ne pas se retrouver seul. Donc ça serait pour changer les mentalités. Et le deuxième point, certaines personnes sont aromantiques ou asexuées. Donc, il y a certaines personnes autistes Asperger, bien sûr, qui peuvent choisir ou qui finalement ne ressentent pas ce désir sexuel. Ce n'est pas une majorité. Je pense que dans les premiers écrits au niveau de la sexualité que moi j'ai lu à l'époque, souvent on faisait référence au fait que les personnes autistes Asperger n'avaient pas de vie sexuelle ou de désir. En général, ce n'est pas le cas. Donc, si on fait ce qu'on appelle une courbe normale, les statistiques, donc la plupart des personnes avec lesquelles je travaille se retrouvent entre un désir romantique ou sexuel dans la norme. Comme les personnes neurotypiques, on a toujours des extrêmes. Certaines personnes peuvent être asexuées ou aromantiques, mais ce n'est pas la majorité. Et n'oubliez pas qu'il peut y avoir des phases. Donc, moi, j'ai eu souvent à travailler avec des ados ou des adultes qui, pendant un certain temps,
pour toutes sortes de raisons aussi que je respecte, pouvaient choisir de ne pas être en relation ou de ne pas exprimer leur sexualité. Et donc, il peut y avoir des facteurs en cause. Et parfois, ça peut aussi bouger, hein, ça peut changer au cours de la vie. J'ai, par exemple, une adolescente que je suivais pendant plusieurs années qui me disait, Isabelle, je veux surtout pas avoir d'amoureux, d'amoureuse, ça fera jamais partie de ma vie, je suis pas intéressée. Donc, on a quand même travaillé les aspects plus amicaux, donc comment entrer en relation, les sujets de conversation. Et quelques années plus tard, elle est revenue au cabinet avec un copain. Et donc, elle m'a dit, j'ai changé d'idée finalement. Et donc, oui, les choses peuvent bouger ou se modifier à travers le temps, mais en même temps, je pense que l'idée, c'est de surtout ne pas tomber dans les stéréotypes, hein, au niveau des relations ou de la sexualité par rapport aux personnes autistes Asperger et pouvoir écouter. C'est pour ça que j'ai bien aimé la scénette au départ, d'écouter leurs besoins, leur réalité, de leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent. Moi, c'est une grande partie de mon travail. Ce n'est pas d'imposer, mais d'écouter. Donc, de leur demander, de voir qu'est-ce qu'eux souhaitent et ensuite de les outiller. J'espère que ça répond à vos questions. C'était excellent, c'était des belles questions. On pourrait passer l'après-midi en discutant ensemble, mais j'espère que j'ai été précise. Merci à vous. Merci pour cette réponse. Une petite précision pour les prochaines questions. La caméra se trouve, vous voyez, au niveau de l'escalier. Donc, si vous vous adressez, je crois, dans cette direction, vous croiserez le regard du docteur Hainaut. Madame ? Bonjour, merci de parler de sexualité de façon aussi saine, positive et dans toute sa complexité. Je voudrais juste vous demander si vous pourriez remettre la diapo à propos de après ce que Elsa aime, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'interruption et vous avez parlé du livre Sexpérience et notamment d'images sur un site danois, donc j'aimerais bien avoir les références s'il vous plaît. Merci encore. Merci, tout à fait. Donc, oui, je réalise que c'est à ce moment que je ne savais plus si j'étais en ligne ou pas. Donc, je vais repartager l'écran, bien sûr, et je vais vous donner l'explication rapidement. Donc, on est arrivé ici. Attendez, je vais reculer. J'y arrive. Est-ce que vous voyez? Juste me rassurer que vous voyez la vidéo? Oui, Elsa va aux toilettes, oui. Excellent. Donc, c'était le livre sur la sécurité dans les toilettes publiques pour les jeunes filles ou les jeunes femmes avec autisme ou d'autres conditions. Donc, on parle vraiment des endroits privés, publics et les comportements sécuritaires aux toilettes pour s'assurer justement qu'il n'y a pas par exemple, des jeunes filles qui pourraient s'exposer dans les toilettes publiques sans avoir intégré le fait que c'est un comportement ou un endroit privé. Ensuite, on a Tom, la même collection, donc qu'arrive-t-il à Tom et ce que Tom aime par rapport à la masturbation sécuritaire dans les endroits privés et les changements corporels chez Tom. Même chose pour Tom va aux toilettes, donc vous avez la même collection que Elsa. Et j'arrivais à Sexpérience, donc qui est un très, très beau livre que je recommande pour répondre aux questions des adolescents et des jeunes adultes par rapport à la sexualité. On parle de genralité, on parle de génitalité, des étapes des relations. Et il y a même donc quelques illustrations, mais surtout ce que j'aime de ce livre, c'est que les réponses sont très claires et concises. Et donc, parfois, en tant que parent intervenant, on a à répondre à plusieurs interrogations, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, ça pourrait être une belle référence autant pour les ados, adultes que pour vous, parents intervenants. Donc, je vous le recommande. Et j'arrivais aussi au livre spécialisé si vous travaillez avec un adolescent ou un adulte qui a des difficultés au niveau de la masturbation, soit qui se masturbe ou elle se masturbe dans un endroit public ou qui a une gestuelle parfois qui peut être dangereuse, l'utilisation donc d'une gestuelle qui peut être trop ferme. Je n'ai pas le temps d'entrer en détail aujourd'hui, mais il peut y avoir donc un apprentissage de la masturbation. Et Patrick Éloire est un collègue sexologue et psychologue en France et il a donc écrit ce livre que je trouve fantastique, L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme ou déficience intellectuelle, donc Patrick Éloire. Et Kate Reynolds, celle qui a aussi publié les livres Tom et Elsa, donc c'est la même auteure, a publié un livre sur sexualité et severe autism, donc l'autisme plus sévère et
les comportements sexuels qui peuvent être vécus, parfois les comportements inadaptés et aussi comment favoriser l'éducation pour les personnes autistes avec une déficience intellectuelle. Et finalement, donc il y a deux références par rapport à des sites danois que vous pouvez télécharger. Et moi, j'utilise beaucoup les images et les photos pour illustrer l'éducation sexuelle parce que, comme j'expliquais un peu plus tôt, parfois, nos jeunes et nos adultes vont aller sur Internet en croyant apprendre la sexualité et ils se retrouvent sur des sites inappropriés en utilisant des photos éducatives. Ce sont des vrais corps, c'est pas des images truquées. Il y a différents types d'organes génitaux. On peut regarder justement différents modèles de seins, d'organes génitaux pour vraiment normaliser la sexualité. Il y a des comportements d'hygiène aussi qui sont bien explicités, les étapes des relations. Et en ayant accès à du matériel visuel et concret, l'apprentissage va être beaucoup plus positif. Donc, vous pouvez aller télécharger des images sur Internet et ce sont donc des collègues sexologues du Danemark. Si jamais vous avez de la difficulté à les trouver, il me ferait grand plaisir de partager avec l'association tous les documents que j'ai présentés aujourd'hui qui sont disponibles sur Internet en PDF et vous pourriez les avoir aussi sur le site de l'association. Très bien. Ah oui, c'était l'objet de ma prochaine demande. Si vous pouviez effectivement nous envoyer tous ces liens, ce serait précieux, je crois, pour la plupart d'entre nous. Merci. Merci de nous le proposer. C'est vraiment génial. Oui. Allez-y, madame. Allez-y, docteur. J'allais juste dire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ce que j'appelle la boîte à outils Sexo, donc avec tous des outils et encore plus que ce que je vous ai présenté aujourd'hui pour que vous ayez vraiment du matériel autant pour les enfants, ados, adultes, avec des programmes qui ont tous été publiés sur Internet ou publiés par des collègues. Je vais vous envoyer tout ça avec plaisir. D'accord, ça donne une dimension supplémentaire à ce que vous nous apportez. Alors, prochaine question, et la prochaine, ce sera pour vous, monsieur. Bonjour, vous me voyez? Oui, très bien, bonjour. Ok, donc c'est une question gênante. Enfin, j'imagine que tout ce qui touche à ça, c'est gênant. Enfin, désolé. Mais il y a un aspect que vous n'avez pas vraiment abordé, c'est que ça peut être aussi un aspect tabou, quand même. Moi, je vais être honnête, c'est la première fois que j'assiste à un événement où on parle de ce genre de choses. Et que d'un point de vue des sensibilités morales, je suis quand même plus conservateur. Je ne suis pas dans le jugement, enfin, c'est pas du tout ce que je dis, au contraire. Enfin bref, ça c'est gênant comme je viens de le dire. Mais j'avoue que ça reste quand même un tabou très fort chez moi et que ça reste quand même un tabou au niveau sociétal. Surtout qu'en ce moment, ces dernières années, j'ai vécu sur l'université le retour d'une certaine forme de puritanisme, et que ça, avec le mouvement woke et compagnie, et que ça brouille beaucoup les cartes. Parce que quand même, il faut dire les choses, qu'avec certaines personnes, faire un simple geste peut être mal interprété, donc ça n'aide pas beaucoup. Et ça fait écho à un autre tabou. On m'a souvent dit que la vie affective... Je parle trop? Non, mais justement, c'est... Pour vous, comment vous abordez la question de la vie affective du côté des tabous en ce qui concerne les personnes avec autisme? Désolé pour le long monologue. Pas de problème. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci de votre... Vous êtes très courageux de parler comme ça en public et je sais que c'est un sujet sensible. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'encourager les comportements sexuels, mais plutôt de donner accès à l'éducation vers ce qu'on appelle la belle sexualité. Donc, je n'encourage pas les comportements, mais on veut prévenir les comportements inappropriés. Et ma façon d'aborder justement les relations, dès que je travaille avec une personne ou un groupe, je leur demande à travers une liste de sujets, quels sont les sujets qui les intéressent. Donc, quand je vous ai présenté rapidement tous les thèmes de mon programme d'éducation socio-sexuelle, on leur présente la liste et chacun pourra cocher. J'aimerais en savoir plus, par exemple, sur la communication non verbale ou les étapes des relations ou comment démontrer de l'empathie. Vous disiez le sujet sensible aussi, puis vous avez tout à fait raison que parfois, n'importe quel geste maintenant peut être mal interprété parce qu'on est vraiment sur le qui-vive, justement, d'où l'importance pour moi
d'enseigner tout ce qui est lié au consentement. Donc, de donner son consentement et décoder le consentement chez l'autre pour éviter qu'on se retrouve au niveau des maladresses relationnelles ou sexuelles. Et donc, j'essaie de rester le plus près possible de votre question. Donc, si on avait à discuter ensemble, je vous demanderais à travers la liste quel serait votre sujet d'intérêt et on vous accompagne en vous donnant donc de l'information. Il y a des lectures qui peuvent être faites aussi. Et l'objectif, c'est encore une fois de ne pas tomber dans l'évitement du sujet des relations affectives et sexuelles parce que si on évite, parce que ça devient un sujet trop sensible, malheureusement, l'expérience nous démontre que les personnes autistes ou Asperger se retrouvent avec des méconnaissances, moins d'expérience, ils sont plus vulnérables à l'abus ou à malheureusement parfois avoir des maladresses parce qu'ils n'ont pas compris en fait les étapes, le cadre et le consentement. Donc, par l'éducation, ça fait maintenant 18 ans que j'utilise le programme d'éducation que je vous ai présenté parce que c'était ma thèse de doctorat à l'époque et on a vu une réduction des comportements inappropriés et beaucoup plus accès à des relations saines et du temps de qualité. Encore une fois, j'encourage pas juste la sexualité, c'était un des sujets à travers les relations affectives. J'espère que ça répond à votre question. C'était une question compliquée. Oui, mais une bonne c'est réponse. compliqué. Mais vous avez raison, c'est complexe et c'est multifactoriel aussi. Hein, c'est pas juste un aspect. Et c'est pour ça que j'essayais dans mon introduction de vous parler aussi de tout ce qui est intimité, communication. Donc, ça fait partie aussi des relations. Oui, bonjour. Bonjour, docteur. Donc Bonjour. voilà, en fait, j'aurais donc j'ai une question qui se divisera en deux en fait. La première question, je suis une personne avec TSA, j'ai 36 ans et je n'ai jamais eu de relation amoureuse, c'est un fait pour lequel je conçois une très grande honte en fait parce que finalement toute la société idéalise en fait le couple. Et je me suis mis dans un schéma mental tel que finalement être en couple, qui est le premier objectif de ma vie en fait, c'est comme un pass en fait, c'est comme un chemin vers en quelque sorte la normalité, vous voyez. Donc il y a cette pression que je ressens et qui s'accentue en fait au fil des années, c'est-à-dire que finalement chercher la première relation amoureuse peut être moins compliqué à 20 ans qu'à 36 ou à 40 ou à 50 ans. Donc ça c'était la première question. Mais donc en contraste avec cette absence en fait de vie amoureuse, en revanche je m'excuse auprès du public si mes propos peuvent choquer. Et à vous aussi, docteur. Et donc, j'ai développé une stratégie qui peut être assez insolite, en fait, pour avoir accès à une vie sexuelle. Donc, je ne suis pas aromantique, je ne suis pas asexuel. Et donc, je pratique le libertinage depuis quelques temps pour justement rencontrer des gens. Et en fait, ce n'est pas dans une optique d'être de pure consommation, mais aussi c'est un objectif de pratiquer les habiletés sociales pour rencontrer les gens, pour aussi apprendre à les séduire et aussi apprendre et aussi pouvoir partager des moments. Et donc, comme je disais, comme j'avais un TSA, en fait, le moment le plus angoissant, c'est pendant l'acte. Et en fait, avec la plus grande anxiété que je ressens, en fait, la qualité de l'acte en lui-même et donc le manque de confiance aussi, donc du coup, ça impacte la qualité de l'acte. Et ce qui fait qu'aussi le feeling avec les gens qui se créent, en fait, se distend. J'ai l'impression qu'il se distend très rapidement puisque je n'arrive même pas vraiment à m'apporter satisfaction et que, a fortiori, l'autre, en fait, n'est pas satisfait du moment. Oui, Voilà. mais vous avez raison, puis vous êtes très brave d'avoir ouvert le sujet comme ça. Moi, ça ne me choque pas du tout, au contraire. C'est peut-être le public, en fait. Hein. C'est peut-être des gens parmi le public. Hein. OK. Donc, ce que vous dites est très important, c'est que quand on se retrouve dans une situation comme ça, sexuelle, il peut y avoir ce qu'on appelle de l'anxiété de performance. Donc, l'anxiété de performance agit directement sur la qualité de l'acte sexuel, de l'érection même, du plaisir partagé. Et donc, plus vous prenez confiance en vous,
plus vous êtes bien dans votre corps et dans la relation, plus la relation avec l'autre sera aussi riche. C'est pour ça que je vous propose peut-être le site éducationsensuelle.com. Vous irez voir donc les étapes, embrasser, caresser, toucher. Donc, c'est pas une vidéo qui est inappropriée, c'est même éducatif à la base. Et je pense que c'est le type d'information qui pourrait être très utile pour vous aider à prendre confiance en vous sentant bien dans la relation et dans l'acte comme tel. Parce que souvent, cette anxiété de performance devient plus élevée chez les personnes autistes Asperger. C'est comme s'ils se déconnectaient de la relation et ils se mettent à penser beaucoup ou à être uniquement focusés. C'est exactement ça en fait. Penser, suranticiper en fait la réaction de l'autre partenaire en fait. Ce qui fait que finalement, pendant l'acte, je prends quasiment même plus plaisir. Et je peux vous donner peut-être juste c'est un conseil, pas du tout un jugement, là, loin de là. C'est que éventuellement, vous savez que pour tout le monde, qu'on soit autiste, Asperger ou neurotypique, quand on est en relation intime ou sexuelle avec quelqu'un qu'on connaît peu, c'est plus difficile de connecter avec la personne puis de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation puisqu'on ne connaît pas la personne. Moi, mon message, c'est pas du tout d'être en couple. Je vous dis pas que vous devez être en couple. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'éventuellement, si vous avez un ou une partenaire plus régulière, quelqu'un avec qui vous apprenez justement à vous connaître, à partager du temps de qualité, c'est justement ce que je recherche cette partenaire en fait. Mais pour la première question, question en fait, donc par rapport à l'attente sociale, c'est vrai que la société met une attente sociale en fait par rapport au couple et finalement c'est quelque chose qui crée beaucoup de désespoir chez moi, c'est-à-dire les années filent, je ne trouve personne et donc je me sens coincé en fait. Et oui, vous avez raison. Donc, c'est un peu le modèle neurotypique d'être en couple. Et donc, quand moi, j'explique les relations chez les personnes autistes Asperger, c'est qu'en fait, on va sortir du carcan rigide de relation. Je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, mais on n'est pas obligé d'habiter ensemble. On n'est pas obligé de tout partager. On peut avoir du temps de qualité. Par exemple, je travaille avec une jeune femme qui est en couple, mais elle a son milieu de vie à elle. Il a aussi son appartement. Ils se voient quelques fois par semaine, mais ils n'ont aucunement l'idée de cohabiter ensemble parce que c'est trop de stress, trop de pression, le fait d'avoir à partager son espace intime avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui peut s'apprivoiser avec le temps, mais je pense qu'il faut surtout sortir du modèle rigide de relation de couple qui ne va pas nécessairement s'adapter aux personnes autistes Asperger. Si certaines personnes le souhaitent, oui, mais d'autres peuvent le vivre aussi à leur manière. L'idée, c'est de débuter des relations de qualité si vous pouvez en groupe, joindre des groupes d'intérêt, parce que je vous dirais 90% des personnes avec lesquelles je travaille viennent me consulter parce qu'ils se sentent seuls, isolés, déprimés, anxieuses. Et au fur et à mesure, on parle des relations romantiques, amoureuses, amicales et sexuelles, bien sûr, mais c'est vraiment, l'objectif, c'est de briser l'isolement pour pas que vous vous retrouviez seul. Donc, si vous pouvez joindre des groupes d'activités ludiques, parfois c'est des clubs de voyage. À Montréal, on a un agent, ça c'est vraiment super intéressant, c'est un jeune Asperger qui est aussi spécialisé au niveau des voyages, donc il est agent de voyage. Il organise des voyages de courte durée, moyenne ou longue durée pour des groupes ASPI. Donc, ils se retrouvent 3, 4, 10 personnes qui vont faire, par exemple, un séjour d'un week-end, une semaine ensemble avec des animateurs. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des groupes mixtes, autant neurotypiques qu'ASPI. Mais c'est super intéressant et on arrive donc à briser ce sentiment d'isolement. Et juste pour répondre à la dernière question, donc si éventuellement vous souhaitez rencontrer une personne, une amoureuse avec qui vous pouvez développer donc une intimité sexuelle, généralement, l'anxiété de performance va diminuer parce que vous allez apprendre à être en relation ensemble. Et je donne toujours l'exemple, c'est peut-être un peu cucu, mais être en relation avec quelqu'un, c'est comme apprendre à danser avec quelqu'un. La première fois qu'on danse avec quelqu'un, c'est peut-être pas les meilleurs pas, mais à force de se connaître, se rapprocher, s'apprivoiser, on apprend à être en connexion ensemble. Et n'hésitez pas à aller voir le beau site d'éducationsensuelle.com.
Merci. Merci à vous. Question suivante. Bonjour. Oh, vous m'entendez? Bonjour. Lucas? Oui, je vous vois. Oui, Oui. donc j'ai 25 ans. Là, actuellement, je vais changer très fort probablement de commune. Donc, je vais être dans une commune plus importante. Et je pense que ma prochaine étape, vraiment, c'est de chercher une petite amie. Et dans ce cas-là, ce qui m'inquiète en France, c'est qu'on a du retard par rapport aux pays anglophones, par rapport à tout ce qui est autisme. Ce qui est quand même bien, c'est qu'il y a au moins des séries qui peuvent aider un petit peu là-dessus. Je pense par exemple à Love on the Spectrum. Love on the Spectrum, par exemple. Donc là, il y avait par exemple des rencontres également en speed dating. Est-ce que vous pensez qu'il y a des méthodes qui existent dans des pays anglophones ou le speed dating? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va vraiment... Est-ce qu'il faut attendre que ça se démocratise en France pour vraiment chercher Oui, parce que tout ce qui est Tinder, etc., ça m'inquiète vraiment, oui. Oui, ben oui, vous avez raison. Parce que si vous retrouvez sur Tinder ou d'autres sites de rencontres plus généraux, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on ne sait jamais sur qui vraiment on va tomber. Est-ce qu'on connaît vraiment les intentions des gens? Est-ce qu'on partage les mêmes intentions? Donc, il peut y avoir, sans nécessairement que ça soit du speed dating, mais il peut y avoir des regroupements de personnes autistes Asperger qui ont aussi des chats, donc des sites où ils peuvent se retrouver pour discuter de sujets d'intérêt. Je donne un petit exemple. À Montréal, il y a un groupe virtuel qui s'appelle Autisme sans limite, où des jeunes des jeunes adultes comme vous, ont simplement à s'inscrire avec leur profil et une fois par semaine, il y a des activités, un menu d'activités et on choisit. Il y a des jeux en ligne, des soirées conversations, ils vont aussi faire de la cuisine ensemble, toutes sortes d'activités où vous choisissez de vous inscrire selon ce qui vous plaît et vous avez la chance de rencontrer donc des gens avec qui vous pouvez partager des intérêts, mais aussi c'est supervisé par des professionnels ou des étudiants en psycho, en travail social, parce que ce qu'on veut éviter, c'est de se retrouver sur des sites généraux sur Internet avec souvent beaucoup de déceptions ou de se retrouver parfois sur des sites avec des prédateurs. Donc, des gens qui vont avoir des intentions pas nécessairement positives, ça peut être même des intentions malveillantes. Et on sait qu'il y a des personnes autistes Asperger, ça peut être aussi des hommes autant que des femmes, peuvent être vulnérables, un peu naïves par moment. Et donc, l'idée, ça serait de vous inspirer justement de ces clubs. Nous, on appelle ça des clubs en ligne et des clubs en présentiel où on apprend à socialiser, on rencontre des gens, on apprend à être avec les autres, mais encore une fois, dans un contexte qui est positif, qui n'est pas surprotégé, mais qui est quand même peut-être mieux que Tinder. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai plusieurs adultes qui sont allés sur Tinder et de façon générale, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été très déçus ou ils sont restés amers. Ils ont senti que finalement, il y avait très peu de chances de succès parce que les gens qui vont sur Tinder ont peut-être des intentions qui ne sont pas les mêmes que vous. Et le speed dating, en général, pour les personnes autistes Asperger, ça ne fonctionne pas très bien parce que le speed dating, il faut être rapide. Il faut en quelques secondes, quelques minutes, un peu vendre sa personnalité, qui on est. Et je pense que pour moi, personnellement, de faire ça en quelques minutes, c'est quasi impossible parce que rencontrer quelqu'un, c'est aussi parler de soi, s'attarder à l'autre, échanger de façon réciproque et ça prend un certain temps. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que je recommanderais, le speed dating. À moins que ça soit dans le cadre d'une activité ludique organisée par un club autiste ou ASPI, parce que ça, ils le font à Montréal, mais ils sont déjà tous ensemble et là, ils vont faire des petites activités pour être pairés ou matchés ensemble pour éventuellement faire d'autres activités, mais ce n'est pas nécessairement un speed dating là, général. Donc, je vous encourage avec les clubs. Vraiment, c'est là où les ados et les adultes avec lesquels je travaille ont eu le plus de succès à travers les activités qu'on avait organisées ou d'autres collègues à Montréal. Merci, merci. Une dernière question. Je suis en couple avec ma copine depuis 794 jours.
Et nous avons une relation, entre guillemets, de couple courtois. Mais nous sommes tous les deux asexués. Et on nous dit que pour être un vrai couple, il faut passer par l'acte charnel. Or, nous, on est tous les deux asexués. Et est-ce que... comment sortir des carcans qui nous obligent à dire qu'un couple, c'est forcément des relations charnelles et non de relations romantiques seulement. Oui, merci de votre question, de votre point. C'est très important. Donc, la définition même de la relation doit être différente si on pense aux personnes autistes Asperger. Donc, bravo d'être ensemble, bravo d'être en couple, de vous être trouvés. Moi, je suis heureuse pour vous. Et bien sûr, vous pouvez avoir ce que j'appelle une vraie relation sans qu'il y ait de contact sexuel. Plusieurs couples avec lesquels je travaille vont, par exemple, échanger de l'affection à travers peut-être d'autres gestes, que ça soit un câlin, un bisou, mais ils ne sont pas obligés d'avoir des contacts sexuels. Donc, il faut absolument respecter le choix de chacun, chacune d'être en couple. Et si vous partagez du temps de qualité ensemble, je vous dis bravo. Moi, je suis très heureuse pour vous. Et je pense qu'il faut absolument sortir de ces stéréotypes, en fait, tous les stéréotypes par rapport à l'aspect relationnel et sexuel dès qu'on parle d'autisme Asperger. Et encore une fois, s'ajuster aux besoins de chacun et éviter de sentir de la pression sociale. Parce que la pression sociale peut mener des fois des adolescents, des jeunes adultes avec lesquels je travaille à vouloir s'imposer de vivre des expériences sexuelles pour être comme les autres ou être acceptés par le groupe, ce qui n'est pas vraiment une bonne raison. Donc, si vous choisissez d'être en couple, sans qu'il y ait le volet sexuel, moi, je trouve ça tout à fait correct. Et je vous souhaite longue vie à votre couple. Merci, merci. On va arrêter sur cette belle parole en applaudissant, je crois, le docteur Hainaut, en espérant vous revoir en France, puisque vous allez traverser, mais cette fois, véritablement l'Atlantique. Au revoir. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.